Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet assez profond. On va explorer ce qui se passe dans la tête, dans le cœur de celles et ceux qui ont, disons, trop enduré. Ce n'est pas juste une histoire de survie, non. C'est un voyage au cœur de la résilience, de la douleur et d'une forme de sagesse que peu de gens connaissent vraiment. Tout part de cette image qui est vraiment très parlante. Ce n'est pas l'effondrement spectaculaire qu'on imagine. C'est quelque chose de beaucoup plus discret, de silencieux, d'interne. C'est ce sentiment, ce murmure du cœur qui dit simplement « là je ne peux plus ». C'est vraiment le point de départ de tout le reste. Entrons dans cette première étape donc, l'effondrement silencieux. Et ici, il faut se méfier des apparences. Parce que ce qui ressemble à du calme de l'extérieur est souvent, en réalité, une sorte d'armure invisible, un profond engourdissement qui sert de protection. Et c'est là toute la nuance. L'esprit ne se brise pas d'un coup sec. Non, il cède, tranquillement. C'est une surcharge émotionnelle qui ne se manifeste pas par des cris, mais par un silence qui en dit long. Le calme qu'on perçoit n'est pas la quiétude, c'est le silence de l'épuisement. C'est le silence d'émotions qui ont couru bien trop de marathons. Et c'est là qu'on voit tout le malentendu. L'entourage demande à ces personnes comment elles font pour rester si calmes face à ce qui devrait les secouer. Mais la vérité, c'est que ce n'est ni du calme, ni de la sérénité. C'est simplement le résultat d'un esprit qui a été poussé bien au-delà de ses limites. C'est une forme d'épuisement émotionnel. Bon, après l'effondrement vient la reconstruction. Mais attention, on n'est pas dans une architecture parfaite, bien pensée. C'est plutôt une réorganisation un peu désespérée, une adaptation de l'esprit pour réussir à survivre à un stress qui, lui, ne semble jamais s'arrêter. En psychologie, il y a un terme pour ça, la surcompensation émotionnelle. En gros, le système nerveux, pour se protéger, se met à construire des défenses qu'on ne lui a jamais demandé de bâtir. Il apprend que l'incertitude est un danger, alors il commence à anticiper le pire, tout le temps, pour ne plus jamais être pris au dépourvu. Et cette adaptation, concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne l'émergence de ce qu'on pourrait presque appeler des super-pouvoirs émotionnels. Ces personnes apprennent à lire l'atmosphère d'une pièce, à sentir les tensions que personne d'autre ne voit, à contourner les conflits avec une précision de chirurgien. Ce sont des réflexes de survie, tout simplement. Et ça, c'est vraiment le point crucial à retenir. Ce ne sont pas des traits de personnalité, personne ne choisit d'être comme ça. Ce sont des scripts de survie, des réflexes automatiques qui ont été, en quelque sorte, câblés directement dans le système nerveux pour pouvoir naviguer dans un monde qui a été perçu comme menaçant. Maintenant, on va explorer un des aspects les plus complexes, je trouve. C'est ce contraste saisissant entre ce que les gens voient de l'extérieur et ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Cette diapositive, elle illustre ça à la perfection. C'est vraiment le conte de deux mondes. De l'extérieur, on voit quelqu'un de posé, de sage, qui semble tout maîtriser. Mais à l'intérieur, c'est un tout autre univers, un monde de fatigue, de grande sensibilité, et ce sentiment constant d'être un peu dépassé par les événements. Mais alors d'où vient cette empathie si profonde qu'on leur trouve souvent ? Eh bien, elle vient précisément de là. Leur capacité à réconforter les autres, elle n'est pas théorique, elle était apprise sur le terrain, dans le froid, par immersion dans la douleur. Ils comprennent les autres parce qu'ils ont été obligés de se comprendre eux-mêmes avec une profondeur assez rare. On peut se demander pourquoi ils semblent si indépendants, parfois même un peu isolés. En fait, la réponse est assez simple. Cette indépendance, ce n'est pas une préférence, c'est un bouclier. C'est le résultat d'avoir appris très tôt que compter sur les autres pouvait être imprévisible, et donc potentiellement dangereux. Et ça nous amène à l'ironie la plus cruelle peut-être, qui est résumée par ce simple chiffre. Alors qu'ils sont souvent les piliers émotionnels de tout leur entourage, capables de porter les fardeaux des autres, il y a une seule personne dont ils ont un mal fou à prendre soin, eux-mêmes. Passons à la phase finale de ce parcours pour voir comment cette expérience peut se transformer. Parce que toute cette douleur, toutes ces adaptations, ça ne mène pas seulement à la survie. Ça peut aussi mener à une forme de sagesse qui est à la fois unique et très profonde. Ce processus, c'est une sorte d'alchimie psychologique, vraiment. La douleur, c'est la matière première. Mais au lieu de juste la subir, ces personnes l'analysent, la décortiquent et finissent par la transformer en une perspective sur la vie qui est incroyablement riche et nuancée. Et voilà toute la subtilité. On passe d'un état où on réagit pour survivre à un état où on devient proactif, où on cherche à comprendre. On cherche le sens dans les souvenirs, les leçons dans les pertes et la croissance même dans le chagrin. Et au bout de ce chemin difficile, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve ces marques de fabrique. Une appréciation immense pour les petits moments de paix, une recherche d'authenticité et une résilience tenace. Pas la résilience d'un super-héros, non, juste celle de quelqu'un qui se relève encore et encore. Ils deviennent des phares pour les autres, pas parce qu'ils sont parfaits, mais justement parce qu'ils connaissent l'obscurité. Cette phrase, pour moi, elle résume tout. Le passé a beau avoir été une épreuve, il ne dicte pas l'identité finale. C'est le choix conscient de transformer la douleur en compassion et les cicatrices en sagesse qui définit vraiment la personne qu'on devient. On va se quitter avec cette question juste pour y réfléchir.
Et si finalement, la force la plus authentique, ce n'était pas de n'avoir jamais été blessé, si c'était plutôt cet art de se reconstruire, en utilisant les fragments brisés pour bâtir quelque chose de plus profond, de plus sage, et au final, peut-être, de plus beau.